Alors, il y a un terrain où je n'attendais pas Proust et où je pouvais difficilement l'attendre parce que de ce que j'avais entendu dire de lui, de tout le discours en fait qui entoure comme ça l'imaginaire proustien, c'est quelque chose qu'on entend assez peu ou trop peu. C'est le domaine de l'humour. La recherche du temps perdu en particulier, mais Proust en général, est tout le temps ramené au même truc. Tout le temps qui passe, le temps perdu, le souvenir, la Madeleine, etc. Encore une fois, ce sont des dimensions incontestablement importantes dans l'œuvre. Elles sont évoquées, elles font partie des théories principales, elles font partie des aspects importants. C'est dans le titre, encore une fois, c'est même le premier mot et dernier mot de l'œuvre. Bref, il n'y a pas, c'est pas question de nier ou de minimiser trop tout cela, mais c'est de le remettre à sa juste place et de le relativiser dans un ensemble de dimensions et de choses qui font l'œuvre de Proust et qui font toute sa richesse, sa grandeur et son intérêt. Je peux vous dire que si Proust n'avait été qu'une histoire de temps perdu, temps qui passe et de Madeleine, ça m'aurait vite cassé les couilles, ça m'aurait vite fait chier, et je serais vite passé à autre chose. Qui s'appelle Proust, du schmoll ou autre chose. La recherche du temps perdu est victime d'un syndrome très courant chez les gens qui prétendent aimer la littérature, qui prétendent aimer les classiques de la littérature et prétendent les connaître sans les connaître, c'est qu'ils y mettent plus de gravité qu'il n'y en a vraiment. Mais en revanche, on peut en déconner, on peut s'amuser avec, et l'œuvre est porteuse elle-même d'humour. Il y a des personnes qui font l'inverse. Elles n'ont pas un sincère profond respect pour l'œuvre, parce qu'elles ne la connaissent pas et que ça n'entre pas réellement profondément en communication avec elles. En revanche, elles vont compenser ce manque de sacré qu'elles mettent réellement dans l'œuvre en exagérant la posture, la façon dont en parler, vous voyez. C'est quelqu'un qui va se prendre au sérieux, qui va le lire très gravement. Il y a des extraits de La Recherche du temps perdu qui peuvent se lire gravement, parce que certains sont plus lourds que d'autres, sont voilà, chargés plus de tragique, etc. Mais il y a beaucoup de passages de La Recherche ou même d'autres textes. Si vous les lisez gravement, vous passez à côté du sens du texte en fait. Vous passez à côté de l'humour. Vous pouvez pas lire des extraits de Bouvard et Pécuchet de Flaubert avec une gravité profonde comme si vous lisiez comme ça des vers de Racine. Ou alors vous savez comme Didier Bourdon dans la scène des trois frères là quand il lit Montaigne là en latin dans la salle d'attente pour se donner un air intelligent. C'est pas ça du tout. Euh, Justement, on est d'autant plus porté à être à l'aise et léger dans sa façon de parler entre guillemets d'une œuvre que profondément on la respecte et qu'elle nous touche. Et on n'a pas besoin d'en rajouter dans la façon d'en parler, puisque profondément elle nous touche et profondément pour nous elle est sacrée. Mais on ne confond pas en fait le sacré de la qualité de l'œuvre et de ce qu'elle nous apporte à nous avec le sacré du discours sur l'œuvre qui peut permettre de la critique, de la nuance, de l'humour, de la dérision. Et ces gens-là font l'inverse, comme effectivement ils ne peuvent pas avoir un discours sur l'œuvre parce qu'au fond ils ne la connaissent pas et qu'ils sont, ou alors ils n'ont pas réellement été touchés par elle, ils sont obligés de compenser, de se donner un air sérieux, puis de retranscrire, de dégager l'image qu'ils se font de quelqu'un qui lit des classiques comme un mec qui lirait des psaumes ou lirait la Bible, un texte comme ça religieux, etc. Forcément, comme peu de gens en réalité ont vraiment lu Proust et la recherche du temps perdu, et donc comme il y a d'autant plus d'imposteurs, ou comme je les appelle, d'improusteurs, et d'imposteurs en général de la littérature et des classiques, ils compensent en affichant une surgravité, une surgravitas à l'égard de l'œuvre, et forcément, ils ne peuvent que mettre en sourdine l'humour dont ils n'ont pas pu prendre conscience parce qu'ils n'ont pas lu assez l'œuvre pour savoir qu'il y en a dedans déjà, et aussi parce qu'ils ont trop préjugés sur les classiques pour concevoir qu'un classique peut être drôle et avoir de l'humour, parce que forcément un classique c'est forcément très grave, c'est forcément très sérieux. Et puis aussi il y va de leur crédibilité, s'ils ont l'air de prendre l'œuvre à la dérision, ils prennent le risque qu'on leur dise vous ne la prenez pas au sérieux, du coup vous n'y adhérez pas, et comme effectivement ils n'ont pas d'argument pour prouver qu'ils y adhèrent, parce qu'en réalité souvent ils n'y adhèrent pas, ils sont obligés de tout compenser par le discours. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'humour chez Proust est méconnu, et puis aussi parce que c'est un humour qui se déploie beaucoup plus dans les livres succédant ceux qui sont le plus lus, les deux premiers. C'est plus dans les suivants encore que l'humour se déploie, dans Le Côté de Guermantes, volume 3, dans Sodome et Gomorrhe, volume 4. Après, ça recule à nouveau un petit peu niveau humour dans les volumes 5 et 6, La prisonnière et Albertine disparue, qui ont un ton un peu plus grave, un peu plus intimiste, mais quand même où il y a des traces d'humour, d'importantes traces d'humour, en particulier avec Charlus. Et on retrouve un petit peu d'humour aussi sur Le Temps retrouvé, mais c'est vrai on a une espèce d'acmé ou de paroxysme humoristique de la recherche qui se situe dans, pour moi, Le Côté de Guermantes et Sodome et Gomorrhe, qui est vraiment comme ça dans ces deux volumes, en plus niveau page, en fait, constitue quand même, je crois, les deux volumes les plus épais de la recherche. Voilà, donc c'est une dimension méconnue, un peu comme la sexualité, je l'ai dit, la recherche du temps perdu, c'est très sexuel en fait. Si on devait parler familièrement et un peu de façon putaclic, on va dire, on dirait qu'il y a beaucoup de cul dans la recherche du temps perdu,
La sexualité est très très présente et parfois de façon crue, parfois de façon de la plus voluptueuse à la plus inquiète, angoissée, de la plus grave et sérieuse à la plus absurde. Mais en tout cas, il y a de la sexualité, il y a des scènes très crues, des scènes assez provocatrices. Je le citais avant, hein, la scène saphique de Montjouvin, à laquelle se couple en fait à la fois une scène lesbienne et en même temps une scène sadique et assez immorale, etc. Il y a bien sûr la révélation de l'homosexualité de Charlus, une scène assez culte et tout. Mais il y a plein d'autres moments en fait, hein, même, même les ébats avec Albertine, etc. Des allusions. Enfin, il y a une forte charge sexuelle dans la recherche du temps perdu. Ça aussi, c'est assez méconnu ou trop méconnu, assez peu dit. J'imagine qu'autrement, ça ramènerait des lecteurs, hein, évidemment, hein, parce que le nombre de fois où un écrivain, aspirant écrivain, reçoit comme seule remarque à la lecture de son manuscrit: ouais, c'était bien, mais ça manque de cul. Ça je crois que c'est la remarque qu'on entend le plus quand on est auteur, de mon expérience à moi, puis l'expérience de ceux que je connais qui sont apprentis auteurs. Quand vous écrivez un livre, vous aurez toujours cette remarque: ouais, mais ça manque de cul. Les gens, s'il n'y a pas de cul, ils y croient pas, c'est pas un livre, c'est pas une histoire, c'est pas possible. Bah écoutez, je crois qu'on pourrait pas faire trop cette remarque à Proust, bien que bon, il y a des gens qui n'en auraient jamais assez, mais on peut dire que dans la recherche du temps perdu, il y a du cul. Voilà. Mais il y a aussi du coup de l'humour, vous voyez, comme quoi que cet humour dans la recherche du temps perdu, ce n'est pas une exagération ou un délire, c'est une réalité. Parce que vous savez, quand on connaît aussi ce syndrome-là, on a tous connu ce professeur de lettres, passionné au demeurant, qui a un fou rire en lisant un extrait, auquel nous, on voit pas du tout le côté amusant, et en fait, et qui vous dit: oh, vous allez voir, c'est hilarant. Alors là c'est ce moment où vraiment, là il est très drôle, vraiment. Vous savez, c'est très très drôle de lire ça, machin. Et c'est vrai que voilà, on a toujours une espèce de scepticisme par rapport, dès qu'on nous parle d'humour avec la littérature classique, encore une fois à cause d'un vilain préjugé, qui peut se justifier parfois pour certains auteurs. Certains auteurs ont moins d'humour que d'autres. Et d'ailleurs, encore une fois, ce n'est pas grave aussi, hein. Je vais revenir là-dessus, mais c'est pas grave de ne pas avoir d'humour en littérature classique non plus, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on a une méfiance de principe de dire: oula, alors c'est drôle pour 2-3 intellos, des nerds. Vous savez, comme certains qui vont trouver que l'humour mathématique c'est drôle, quoi, qui vont trouver qu'il y a des vannes sur pi ou des vannes sur la physique quantique qui sont des blagues, ça fait rire les physiciens entre eux, mais bon, voilà, les autres ils sont là, ouais, d'accord, ouais, c'est pas drôle en fait. Voilà, donc c'est toujours à se demander si c'est de l'humour de littéraire, vous savez, et puis en plus il veut se donner un petit peu un genre, parce que l'humour il y a toujours un côté un petit peu excluant, hein. L'humour a des vertus sociologiques parfois assez viles, hein, voilà, hein, d'entre-soi, de ce qu'on appelle des private jokes ou des inside jokes, hein, voilà, c'est des blagues entre soi. Et on se demande si c'est pas des blagues qui ont plus vertu à se sentir intelligent en étant celui qui rigole alors que les autres ne peuvent pas rire, que un véritable humour. Or, je peux vous le dire, je peux l'attester, l'humour chez Proust est très accessible, pour peu qu'on soit attentif à sa lecture, je veux dire qu'on comprenne bien le texte, il suffit juste de lire les intentions de texte, les répliques et tout. Et donc il est évident, entre guillemets, il est pas si implicite que ça, il y a des moments plus implicites que d'autres, mais c'est aussi, entre guillemets, évident qu'un Molière. C'est peut-être pas un bon exemple qu'un Molière, parce que certains diront: ah bah, Molière, laisse tomber, moi je lis, je trouve ça chiant, ça me tombe des mains, c'est même pas drôle. Alors si c'est aussi drôle que Molière, bah super, on doit vachement se pareil. Non, c'est plus drôle que Molière, je peux vous le dire, c'est plus efficace, c'est plus près de nous, faut le dire aussi. C'est un peu plus récent que Molière, qui a quand même maintenant presque 400 ans. Alors je vais être très clair, la recherche du temps perdu, Proust en général, non seulement c'est ce que j'ai lu, c'est parmi ce que j'ai lu de plus intelligent, de plus profond, de plus touchant, de plus émouvant, de plus juste sur l'amour, sur les relations humaines, sur la jalousie. Bref, tout le pan sérieux, grave, psychologique, déjà ça fait partie de ce que j'ai lu de mieux, mais tout en pouvant être cela, c'est parmi ce que j'ai lu de plus drôle de ma vie en littérature. Et c'est ça qui est dingue. C'est que l'un n'exclut même pas l'autre. Je ne sais même pas si ça m'est arrivé avant, comme ça m'est arrivé avec Proust, de rire aux larmes en lisant. Je crois pas. On sourit. Moi, je sais que j'ai beaucoup rigolé en lisant Baudelaire, parce qu'il y a des punchlines, parce que Baudelaire, il est très sarcastique, très caustique, on a un peu le même humour, et j'aime bien ses emportements, ses énervements, donc Baudelaire m'a souvent fait marrer. J'ai beaucoup rigolé, ricané avec Baudelaire, plusieurs fois bien sûr, rire, hein, de bon cœur, rire aux éclats, etc. Mais pleurer de rire, de devoir poser le livre, être plié en deux, rire, aux larmes, ça peut être excessif, ça peut sembler, non mais arrête, faut pas exagérer non plus. Ben non, je n'exagère pas. Alors, je me permets quand même cependant d'ajouter un truc qui a pas dû aider, au sens au contraire qui a aidé, mais je rappelle que moi j'ai lu la recherche du temps perdu 2 fois en même temps, c'est-à-dire que je la lisais de 2 façons. J'avais à la fois les versions papier, donc je lisais les versions papier, mais j'avais aussi le livre audio des éditions Telem, lu par des très grands comédiens, Guillaume Gallienne, Lambert Wilson, André Dussolier, Denis Podalides, etc. Et les 2 volumes les plus drôles, les plus
théâtral de la recherche, volume 3, Le côté de Guermantes, volume 4, Sodome et Gomorrhe, sont lus, et je pense que ça a été fait exprès, par Guillaume Gallienne, de la comédie française. Et Guillaume Gallienne, évidemment, qui est très à l'aise comme ça pour mettre en avant le ton humoristique, pour le petit côté un peu malicieux, ironique et tout, et faire les voix aussi, jouer les personnages. Et je peux vous dire que Le côté de Guermantes et Sodome et Gomorrhe, lus par Guillaume Gallienne, déjà le texte de base est marrant, mais quand vous avez quelqu'un qui comprend autant ce qu'il raconte, autant ce qu'il lit, qui joue aussi bien, qui se met autant dans la peau des personnages, qui fait les voix, et qui arrive comme ça à valoriser en fait l'humour du texte, qui arrive à bien l'exacerber, mais là c'est des barres quoi, c'est des barres. Là ça devient du théâtre. Et là en fait on voit toute la valeur théâtrale du truc. C'est qu'il il ne manquait plus que des acteurs talentueux pour incarner ce texte qui à l'écrit est déjà drôle, mais il manquait plus que des acteurs pour le jouer. Et c'est gagné. On est en pleine comédie. On est dans du Molière du XXe siècle en x 10 000, et c'est à mourir de rire. Donc je pense que ma lecture de Proust, via les livres audio, via l'excellente lecture de Guillaume Gallienne, pour ces volumes-là, a largement aidé à ce que je finisse à rire aux larmes. Peut-être que j'aurais trouvé ça hilarant, très drôle, et que j'aurais ri aux éclats si j'avais lu tout seul, seulement tout seul, mais que, n'étant pas comédien moi-même, et donc ne pouvant pas être plus comédien que je ne le suis, donc devenir comédien dans ma tête, voilà, à ce point-là, en fait, réussir à mettre le doigt sur la bonne façon de lire et d'interpréter le personnage, il y a une forme d'interprétation dans notre tête aussi, hein. Eh bien, en fait, peut-être m'aurait fait passer à côté de certaines vannes, ou m'aurait fait passer à côté de certaines intonations, ou à côté de certains aspects. Il n'y a aucune honte à l'admettre, ce serait du snobisme que de faire le contraire. Attention, le snobisme n'est jamais très loin, et quand on parle de Proust, c'est une gageure quand même. Voilà, donc, il ne faut pas être snob. Il faut un peu abdiquer de temps en temps de sa petite vanité de sujet lecteur. Le sujet lecteur n'est pas tout puissant. Il y a des plus ou moins bons lecteurs, et surtout, on n'a pas la science infuse, et parfois des lecteurs vont repérer des choses que nous, on n'a pas repérées, et en tout cas, peuvent apporter en fait un autre éclairage au texte, la façon de le lire, et surtout, il y a des gens qui lisent mieux que d'autres en fait. Donc, c'est pas intellectuel spécialement, c'est qu'intellectuellement, on comprend le texte, on le comprend, on l'assimile. Mais dans des textes comme ça, qui demandent presque plus que des vertus intellectuelles, qui demandent une intention de lecture, qui demande vraiment de comprendre les enjeux de jeu, justement, le jeu, vous voyez, le jeu d'acteur, de bien comprendre le jeu d'acteur des personnages là, c'est une vraie plus-value d'avoir quelqu'un qui sait lire le texte, qui a compris l'enjeu théâtral du texte, et non pas seulement de comprendre les mots ou intellectuellement, et vraiment de l'interpréter le texte, l'interprétation d'un texte. Comme quoi la lecture à voix haute n'est pas morte, et même a ses vertus, surtout pour des textes de ce genre-là. Il y a des textes plus introspectifs qui sont sympas à lire avec soi-même, etc. Ça fonctionne très bien comme ça. Mais les dialogues de Proust, les scènes mondaines de Proust, c'est fait pour la lecture à voix haute. Moi, je suis désolé, et même quasiment pour être joué au théâtre. Donc là, vraiment, je pense aussi que ça a dû jouer. Mais je peux vous dire en tout cas que j'ai fini, mais plié en deux, à rire aux larmes. Alors voilà, je ne vais pas vous le survendre, mais j'explique juste que moi, en tout cas, l'humour de Proust est une réalité. Je l'ai expérimenté concrètement dans ma chair, entre guillemets, hein, voilà, dans mes larmes et dans ma chair, et voilà, vraiment physiquement. J'ai expérimenté physiquement les endorphines de rire de lire des scènes de Proust. Ce n'est qu'un aspect de son œuvre, et heureusement. Proust n'est pas que drôle, et c'est aussi pour ça que c'est grandiose, parce que si Proust n'était que drôle, ce serait un auteur comique, c'est très bien, mais il manquerait clairement quelque chose, un supplément d'âme et une profondeur à son œuvre. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est grâce à cet humour que Proust est le meilleur, ou en tout cas que c'est le meilleur aspect chez Proust. C'est un des meilleurs aspects, il y a tellement de bons aspects chez Proust, mais moi je pense que cet humour, moi je maintiens et je pense que c'est un peu pareil chez Rabelais ou chez d'autres, même chez d'autres auteurs comme ça qui sont beaucoup essayés à l'humour, mais je pense que cet humour marche d'autant mieux que justement il s'accompagne de gravité. Vous savez, moi j'aime beaucoup cette phrase connue qui est que l'humour est la politesse du désespoir. Et pour moi, l'humour ne marche jamais aussi bien que chez des gens pessimistes et inquiets. C'est aussi pour ça que j'aime bien certains humoristes, parce que je sens que derrière leur humour, il y a une grande détresse, presque psychologique, et un désespoir et une forme de pessimisme. Et je pense que l'humour ressort d'autant mieux de ça, et que l'humour de ces gens-là est d'autant plus sincère et désespéré. Je pense pas que l'humour soit la réelle spécialité des gens optimistes et de bonne humeur. Je pense que chez eux, c'est pas de l'humour. C'est une espèce de bonne humeur un peu agaçante, un peu irritante. C'est une espèce de légèreté, c'est de la facilité. Je pense que le véritable humour, le plus profond, le plus percutant, le plus hilarant, il vient des gens tristes, pessimistes et désespérés. Et je pense que c'est pour ça que Proust est si drôle.
Je pense que Proust est drôle parce qu'il est profondément pessimiste, inquiet. C'est quelqu'un d'angoissé, qui sait ce que c'est que les émotions négatives, qui prend au sérieux la vie, et c'est parce qu'il la prend au sérieux qu'il peut l'apprendre à la dérision. Je crois beaucoup à ces contradictions. Et vous voyez, c'est la même vision que j'ai pour l'art et pour la littérature. Je pense que plus on prend la littérature au sérieux, plus on est aussi capable quelque part d'avoir de la distance et de l'humour vis-à-vis d'elle. Et je pense que les gens qui prennent la littérature en apparence trop au sérieux, c'est-à-dire qui ne déconnent jamais sur elle, qui prennent tout gravement, qui lisent les textes comme s'ils lisaient des tragédies, etc., ils trahissent par là, qu'ils ne prennent pas la littérature vraiment au sérieux. Ça peut paraître paradoxal, hein, mais précisément parce qu'ils ne savent pas en parler avec légèreté, ils montrent qu'ils ne la prennent pas au sérieux pour de vrai. Et du coup, ils sont obligés de compenser en la prenant trop au sérieux en apparence. Et je pense que c'est vrai pour la vie. Je pense que Proust prend d'autant plus la vie au sérieux qu'il peut la prendre à la dérision. La vie pour Proust n'est pas une farce. Il y a des choses graves dans la vie. Il prend l'amour au sérieux, il prend la jalousie au sérieux, Proust. Proust, il prend des choses au sérieux. Mais comme il prend la vie au sérieux, il sait aussi la prendre à l'ironie et à l'humour. Cet équilibre est extraordinaire. C'est le meilleur pour moi qu'on puisse avoir. Céleste Albaret, sa servante, dans les témoignages audio auxquels encore une fois je vous renvoie, je vous conseille très chaudement. Vous pouvez écouter ça, juste quelques extraits, ou alors tout si vous voulez. Il y a 7 heures d'enregistrement, vous pouvez juste en écouter un quart d'heure, 20 minutes. Mais si vous écoutez Céleste Albaret, qui a vécu pendant 10 ans auprès de Proust, pendant toute l'écriture en gros de la recherche quasiment juste après du côté de chez Swann, qui a vécu auprès de lui, elle raconte leur soirée ensemble où ils imitaient les gens. Ils faisaient des imitations tous les deux, les talents d'imitateurs de Proust, c'est fou rire avec elle, comment ils rigolaient, etc. On a à la fois quelqu'un de très inquiet, très nostalgique, très triste, et en même temps de très drôle, très piquant, très solaire. Ça se retranscrit ça en fait hein, dans son livre et dans sa littérature, et c'est parfait, c'est un parfait compromis, parce qu'on n'a pas à sacrifier l'un pour l'autre. On n'a pas à sacrifier la gravité pour l'humour, pas à sacrifier l'humour pour la gravité. On a les deux qui se mêlent, et ça en fait, encore une fois, je le répète, c'est la recette de la vie. C'est pour ça que La Recherche du temps perdu, c'est un ouvrage qui est très très proche de la recette de la vie, parce que la vie c'est une comédie dramatique, c'est le dramédie. Moi c'est mon genre préféré en cinéma et en série. J'adore les dramédies, les comédies dramatiques, c'est les séries ou les films qui sont tout le temps comme ça dans le mélange entre l'humour et le sérieux, le grave et le léger, qui savent en fait représenter les deux émotions. Pour moi, l'acteur par excellence de comédie dramatique, c'est Robin Williams. Les films de Robin Williams ont le don à chaque fois de nous faire beaucoup rire et en même temps de nous faire pleurer. La vie, c'est ça, c'est un mélange de moments drôles, des moments moins drôles, des moments tristes, des moments moins tristes, et les émotions se mélangent, se mêlent, et donc ça, Proust sait le faire. Il sait enchaîner une séquence grave, sérieuse, avec une séquence inquiète, et une séquence ensuite beaucoup plus légère, ensuite une séquence carrément drôle, et puis hop, qui est atténuée par une petite note d'amertume, et puis après qui reprend. C'est vraiment de la virtuosité émotionnelle et une grande compréhension de la vie et de l'humain. Et c'est ça qui est très fort. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas pour le focus strict sur l'humour de Proust. Je ne résumerai pas Proust à son humour, et je trouve ça dommage de l'encenser juste pour son humour. Parce que pour moi, cet humour-là, il ne peut pas être tout seul. Et je pense que ce n'est pas le rôle d'un écrivain de ne faire uniquement que de l'humour. Autrement, vous devenez humoriste, vous faites des sketchs. Voilà. Et encore, même un humoriste peut quand même lui-même mettre de l'émotion dans ses sketchs. Il y a beaucoup de très bons humoristes qui savent mettre des moments de pause et d'émotion. Et ça, c'est très fort. Mais en tout cas, en littérature et en art, moi j'y tiens, le but avant tout d'un écrivain, c'est de faire de la beauté et de l'émotion. Faire de l'humour en aucun cas pour moi fait un grand écrivain, ou en tout cas n'est une excuse à un écrivain pour manquer du reste. En revanche, ça va peut-être l'empêcher d'être vraiment excellent si il est super bon, il est brillant, il fait de la beauté, etc. Mais qu'il rate peut-être le petit palier de l'humour. Et encore, je dis ça, pas forcément vrai, parce qu'on ne peut pas dire que Dante fasse preuve d'un immense humour dans son œuvre. L'œuvre de Dante est énorme. Et il fait preuve de beauté, d'émotion et de justesse. Donc moi je pense que l'humour c'est un petit plus. Et en plus il faut que l'œuvre s'y prête. Toutes les œuvres ne s'y prêtent pas. Celle de Proust s'y prêtait très bien vu que c'est beaucoup de la société, etc. Donc on peut se moquer des gens, etc. Voilà. L'humour de Proust en fait prend plein de formes très très différentes. C'est pas du tout un humour uniforme. Il n'y a pas un seul type d'humour. C'est pas que du comique de caractère. C'est pas que du comique de situation. C'est pas que ça ou ça ou ça. Il y a plein de façons de faire rire chez Proust. Autant de façons en fait qui m'ont toutes fait penser à des choses de notre culture populaire, mais qu'on a retrouvé après dans l'humour français. Moi j'ai trouvé par exemple, personnellement, moi j'ai pas pu m'empêcher de penser en voyant les personnalités et la relation de Bazin de Guermantes, donc le duc de Guermantes, et de son frère Palamède de Charlus, donc le baron de Charlus, en voyant en relation à tous les deux, de frères complices et puis en même temps espèce comme ça de fausses relaxations qu'ils ont dans leurs échanges, leurs petites vannes, leurs petites inside jokes, leurs souvenirs d'enfance, leur façon d'être un peu excentrique, en même temps un peu étrange, etc. J'avais l'impression de retrouver Gomez et Fétide Adams dans la famille Adams.
C'est vraiment cette relation, toujours Gomez qui appelle le fétide. Alors, vieux frère, alors mon frère, tu te souviens pas, maman avait insisté pour que je commence à fumer à 5 ans. Ah oui, je me souviens, Gomez. Voilà. Et donc, en fait, je me suis dit, mais c'est la famille Adams, en fait. Genre, en plus, vraiment, les Guermantes, c'est la famille Adams. C'est des gens comme ça qui sont à la fois très riches, très aristocrates, et en même temps, c'est des gens hyper étranges, entre guillemets. Ils sont improbables. Et donc, moi, j'ai trouvé que les Guermantes, c'était la famille Adams. Et surtout, surtout Bazin et Charlus, pour moi, c'était Fétide et Gomez, quoi. C'est les deux frérots, les deux frangins, Aristo, dont l'un est méga chelou. Hein. Il y en a un qui est comme vraiment un excentrique, clairement. L'autre est un petit peu plus voilà, snobinard et classique. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des petites vibes comme ça de famille Adams, quoi, de Gomez et Fétide. Mais voilà, ça c'est mon ressenti. Mais c'est ça que moi, du coup, pour expliquer un peu cet humour-là, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais en même temps, dans le même ouvrage, on a un humour plus à la Elise Moon. J'ai trouvé, j'avais posté sur ma chaîne une vidéo, hein, l'extrait lu par Guillaume Gallienne de la Dame Pipi du chalet de commodité des Champs-Élysées, hein, la marquise. Et c'est une scène à la Micheline, c'est Micheline, hein, la dame pipi d'Elysée Moon, hein, voilà, au physique ingrat, mais c'est ça, quoi, c'est vraiment la dame pipi, la façon de parler, tout ça et tout, c'est un sketch d'Elysée Moon, le machin, quoi, c'est vraiment, là, on est vraiment dans le sketch de personnage. Un autre moment dans La Recherche du Temps Perdu, le narrateur retourne à l'hôtel de Balbec, et il retrouve le maître d'hôtel, et le maître d'hôtel a un défaut d'élocution assez amusant, une espèce de dyslexie, il confond les mots. Il utilise un mot pour un autre. Alors des mots qui se ressemblent, hein, des mots qui ont des sonorités un peu familières, un peu similaires, sauf qu'il utilise un pour l'autre. Donc du coup, ça crée des tirades avec plein de mots inappropriés. Et en lisant ça, c'est hilarant, c'est trop drôle parce que du coup, le mec, il est toujours à côté au niveau des mots qu'il emploie. Et surtout, en fait, bah, directement, je me suis dit, mais c'est dingue, le gars, c'est Perceval. C'est Perceval de Camelot, d'Alexandre Astier, quoi. C'est de l'humour camelotien avant l'heure. C'est déjà de l'humour camelotien à l'époque. Là, Proust fait du Alexandre Astier. Il est dans ce jeu autour des mots, en fait, de comment les personnages en fait maltraitent le langage, déforment les mots, prennent un mot pour un autre, font des espèces de, en fait, de lapsus comme ça. Et en fait, ça crée comme ça des discussions complètement absconses, complètement improbables, où en fait on comprend ce que le personnage raconte, mais malgré lui. Voilà, donc on est vraiment dans le vous nous utilisez bon gré mal gré pour arriver sur vos fins, quoi, sur la fin. Et donc c'est hilarant, mais du coup c'est vrai que je me dis tiens, là il y a une filiation vers voilà, l'humour qu'on rencontre dans Camelot, qui est un humour populaire du coup, qui fonctionne très bien. Donc ouais, cet humour fonctionne encore, la preuve que voilà, ça n'a pas pris une ride. Et même globalement en fait, hein, moi le côté de Guermantes, qui est un de mes volumes préférés de la recherche, qui baigne en fait dans cette ambiance comme ça d'Aristo, un peu snobinard. Moi, ça fait penser à l'univers de Jean-Michel Ribes, hein, de la série Palace, hein, des années 90. Hein, vraiment, avec Lady Palace, hein, qui était jouée par Valérie Mercier, qui donne des conseils de savoir-vivre, avec comment la chronique Salut les pauvres, hein, voilà, où il y avait deux riches qui apprenaient aux pauvres à faire élégant avec très peu de moyens. On est un peu comme ça dans cet univers comme ça, très conscient de lui-même, très affecté, où en fait la grande leçon générale, c'est que les aristos sont des beaufs comme les autres. Et c'est vraiment la leçon de Guermantes. Hein. La leçon de Guermantes, c'est les aristos sont des beaufs comme les autres. L'humour dans La Recherche du Temps Perdu est une réalité, maintenant il est très dur à démontrer. Une blague, dès qu'il faut l'expliquer, la raconter, elle est foutue. Beaucoup de gens se sont intéressés à l'humour chez Proust, mais c'est très très difficile parce que, bon, même si vous mettez des exemples à l'écrit, etc., le noyer en fait dans un discours, directement ça tue la vanne en fait. Pour moi, l'humour de Proust, en fait, il se constate, comme tout humour, en fait, il s'observe, il se constate. Soit tu te marres devant le sketch, soit tu te marres pas, mais l'expliquer, le commenter, le raconter ne fera rien à l'affaire. Donc là, du coup, je suis embêté pour cette partie-là, parce que je tenais quand même évidemment à évoquer l'humour chez Proust. Et les gens vraiment connaisseurs et fans, évidemment, eux, en parlent et le vantent et le célèbrent. Mais là, on arrive dans la petite littérature proustienne, vous savez, un petit peu confidentielle, un petit peu là, les quelques textes lus par les spécialistes, par les fans. C'est un peu de la littérature comme ça, d'exégèse de l'œuvre. Bon, c'est pas toujours lu par le grand public, ou alors par un grand public justement qui veut faire croire qu'il a lu Proust et du coup qui lit à chaque fois de la paralittérature exprès pour avoir comme ça des billes, des éléments, hein, vous savez, parler des livres qu'on n'a pas lus. Et donc il y a toute une littérature sur l'humour de Proust. Hein. Vous tapez humour Proust sur Google ou dans Amazon. En fait, vous aurez plein de suggestions de livres. Il y en a plusieurs, hein. Il peut y en avoir jusqu'à 4, 5, 6, 7, 8, qui se proposent d'être une anthologie des aphorismes ou alors des vannes de Proust. Hein. Voilà, l'humour chez Proust, rire avec Proust, Proust pour rire, hein, voilà, qui est un ouvrage, je l'évoque parce que lui je l'ai, il m'a été offert par un ami proustien, par un camarade proustien, qui est Henri de Montvalier, que j'avais reçu sur la chaîne en entretien pour son ouvrage sur Bourdieu et d'autres ouvrages, et puis qui est un happy few très fidèle à la chaîne, que je salue du coup.
et qui est un fan de Proust. Donc du coup, comme moi j'étais en train de lire Proust tout pile, j'étais en train de finir Proust quand j'ai rencontré Henri, du coup on a pu en parler, hein. Il y a quelques mois après, moi je n'avais pas lu Proust. Puis du coup, Henri m'a fait l'amitié de me faire un envoi, un petit cadeau de livre, et il m'a envoyé du coup cet ouvrage qui s'appelle Proust pour rire de Laure Hillerin, qui est en fait une anthologie des passages les plus drôles de Proust, classés comme ça par entre guillemets catégorie, par moment en fait, hein, voilà, par registre. Il y a plein de façons de s'y prendre pour mettre en valeur l'humour chez Proust et les différentes séquences. Voilà, donc ça, c'en est un parmi d'autres. Et en effet, c'est pratique parce que c'est une espèce de bréviaire, hein. Du coup, ça, quand on veut trouver un passage précis et drôle, voilà, on l'a. Alors c'est vrai que moi, comme je fais des fiches de lecture très très détaillées et très référencées, j'ai déjà fait ça en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà mon anthologie de l'humour chez Proust, parce que comme chaque fois selon ma méthode de fiche de lecture, j'ai un plan détaillé, un résumé général, un résumé détaillé, un index des citations, les citations préférées, etc. J'ai fait ce travail très conséquent pour la recherche du temps perdu, et du coup moi j'avais déjà fait mon relevé détaillé de tous les passages les plus drôles de la recherche, parmi les passages aussi sur la jalousie. Enfin, j'ai fait plein de thématiques comme ça, j'ai relevé les passages. Donc moi j'ai déjà fait mon anthologie à moi, avec mes passages à moi, ceux que je préfère, etc. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un ouvrage, on va dire papier, un livre officiel entre guillemets, qui fait le même travail et qui grosso modo tombe sur les mêmes passages que moi. On a relevé beaucoup plus parce que se veut plus exhaustif, mais voilà, c'est grosso modo la même démarche. Et c'est les mêmes extraits, parce que vraiment un extrait drôle, c'est un extrait drôle. Voilà, hein, on tape un peu dans les mêmes, puis certains passages sont cultes. Donc tout ça en fait pour dire que ouais, oui, l'humour de Proust, il se constate, il ne se raconte pas, ne s'explique pas. Ce qui peut justifier effectivement que beaucoup d'ouvrages autour de l'humour de Proust sont des ouvrages assez peu bavards, heureusement, ne sont pas des ouvrages qui font du commentaire ou de la glose, mais qui se contentent en fait de faire une espèce de medley. Et puis voilà, il faut lire le texte en lui-même comme un sketch, et puis ça fait rire ou ça fait pas rire. Donc pour cette partie-là, je suis embêté encore une fois, parce que du coup je ne peux pas me lancer dans une glose. Déjà, là, je n'ai que trop bavardé en préambule. Et du coup, là, je vais procéder de la même façon que ces livres-là. Je vais m'en remettre aux extraits eux-mêmes. Je vais vous partager avec vous des extraits qui sont pour moi les plus drôles que j'ai lus de la recherche, ceux qui m'ont fait parfois rire aux larmes, hein, vraiment rire aux larmes. Et comme ça, vous allez pouvoir constater par vous-même si oui ou non c'est drôle, en tout cas à quoi ça ressemble. Et je peux pas faire mieux que ça. J'ai 6 extraits environ, 6-7 extraits, qui se concentrent, alors ça c'est intéressant, essentiellement sur le volume 4 de la recherche du temps perdu, c'est-à-dire Sodome et Gomorre. Alors c'est marrant parce que c'est pas le plus drôle, pour moi, a priori quand je l'ai lu. C'est-à-dire que pour moi, le volume qui m'a fait entrer dans l'humour de Proust, où vraiment j'ai compris là que c'était drôle, et je me suis marré durant tout ce volume quasiment, c'est le côté de Guermantes. Le côté de Guermantes, hein, voilà, vous voyez, quelqu'un qui ferait comme ça un contresens, dirait ah oui, alors Proust, le côté de Guermantes, oh là là, c'est de grâce, c'est tellement grave, vous savez, le côté de Guermantes, c'est sérieux, c'est machin. Mais non, pas du tout. Moi, je sais que le metteur en scène, Christophe Honoré, a fait un film qui s'appelle Guermantes, qui est lui-même une espèce d'adaptation de la pièce de théâtre qu'il n'a pas pu réaliser qu'il n'a pas pu mettre en scène à cause des événements. Et c'est marrant parce que les acteurs qu'on voyait n'avaient pas lu Proust, mais qui faisaient style, ils connaissaient, venait parler de la pièce et disait oui, alors le génie de Christophe Honoré, c'est d'avoir réussi à rendre Proust drôle, et en fait c'est une gageure, hein, d'avoir fait une comédie à partir du côté de Guermantes, qui est le plus long des romans de Proust et le plus sérieux, le plus grave. Et enfin, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte, mais n'importe quoi. On a un flagrant délit là d'improusture, c'est une imposture. Ces gens-là n'ont pas lu Proust, ils veulent se donner l'air de l'avoir lu. En plus, t'as Claire Chazal, c'était dans l'émission Passage des Arts, émission snobinarde à souhait, pour se donner genre qu'on aime la culture et qu'on connaît la culture. C'est vraiment une émission qui est très creuse à plein d'égards, même si voilà, elle permet de se tenir au courant. Et Claire Chazal d'approuver que tout à fait, absolument, oui, tout à fait, c'est une gageure d'adapter la recherche d'un perdu aux pièces de théâtre en comédie. C'est vrai qu'on ne pense pas à ça, a priori, on se dit Proust et la comédie, mais non, ça fait deux. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Si elle connaissait, au lieu de dire c'est une gageure, elle dirait c'est une évidence. Le côté de Guermantes, c'est du théâtre, c'est du Molière fois 10 000. C'est d'autant plus du théâtre que le côté de Guermantes est construit autour de très longues scènes de dialogue. Le côté de Guermantes est articulé autour principalement de deux grandes scènes dialoguées qui sont le salon de Madame de Villeparisis au début et le dîner chez les Guermantes à la fin, qui sont des couloirs de plus de 100 pages, entièrement quasiment du dialogue, hein. Il n'y a quasiment pas de narration, on est dans un dîner, on est en train de participer au dîner, et on entend chacun parler et les répliques fusent. Et c'est du théâtre littéraire, quoi. C'est vraiment, il y a juste ce qu'il faut de narration, des didascalies,
et c'est des punchlines, c'est des répliques, etc. Et on ne peut que constater l'imbécilité des personnages. Les personnages sont stupides, disent des conneries, disent des bêtises, sont snobs, sont ridicules, etc. Bref, personne n'est épargné, et c'est à mourir de rire. Et donc, le côté de Guermantes, pour moi, est le plus drôle. Dans la continuité, dans la globalité, le volume où j'ai le plus ri, le plus drôle de la recherche, pour moi, c'est le côté de Guermantes. Mais je ne l'utilise quasiment pas dans les extraits là, que je vais partager avec vous, parce que c'est plus difficile en fait d'isoler les gags du côté de Guermantes. Parce que ce sont encore une fois, des longs dialogues, et en fait, c'est pas facile de choisir un passage en particulier dans ces dialogues. Faut presque les lire dans l'ensemble de la scène, donc c'est un petit peu long, pour constater à quel point c'est marrant. Sodome et Gomorre, le volume 4, je trouve qu'il y a plus de passages plus brefs, comme ça, des petites fulgurances, où là, c'est à mourir de rire. Et où il n'y a pas besoin comme ça de l'amplitude d'une scène entière pour rigoler, c'est vraiment plein de moments comme ça, des tirades, des petits dialogues, des passages, etc. Alors le premier passage que je voudrais partager avec vous, c'est un des premiers passages qui m'a fait le plus rire. Il y en a eu d'autres avant, mais là c'est vraiment où là j'ai halluciné devant le côté sketch du truc. D'ailleurs c'est un passage que j'avais déjà partagé, hein, pour vous dire, j'avais tellement trouvé ça irrésistible que je me suis dit non mais là je peux pas garder ça pour moi, je vais le partager. Dans sa version audio, hein, vous voyez, je reviens au côté audio, hein, dans son interprétation remarquable de Guillaume Gallienne, et je dis d'autant plus remarquable que j'ai entendu ce passage lu par d'autres personnes, voire je l'ai vu jouer en adaptation, et je peux vous dire que tout le monde est passé à côté du gag, justement, on n'a pas su mettre l'intensité d'interprétation, l'humour qu'il fallait en cette scène. C'est le même texte, mais mal joué, on passe à côté de la vanne. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important, c'est pas tout de décrypter des mots, de lire des mots. Il faut vraiment les intentions derrière, il faut jouer le truc. Donc là, clairement, il y a une intention de jeu qu'il faut piger pour valoriser le texte. Et c'est ce que fait Guillaume Gallienne selon moi. Donc ce passage, je vous laisse le découvrir, c'est donc dans le côté de Guermantes, c'est dans cette partie pourtant assez triste, hein, assez déprimante, hein, où la grand-mère du narrateur est très malade et clairement voilà, se sait condamnée, va mourir, hein, fait de plus en plus de malaise. Et justement, elle en a un alors qu'ils sont en train de se promener du côté des Champs-Élysées. Et donc du coup, elle est prise d'une nausée soudaine, elle a envie de vomir. Elle doit aller aux toilettes. Alors à l'époque, hein, les toilettes, il y a ce qu'on appelle des chalets de commodité. Alors c'est une façon comme ça très élégante, hein, vous savez, comme à l'époque comme ça, très précieuse, vous voyez, dans la préciosité comme ça, d'enrober dans du beau langage des choses qui peuvent être un peu triviales ou un peu basses. Voilà, chalet de commodité, en gros ce sont des toilettes publiques, mais voilà, un peu transformé en lieu un petit peu comme ça, le chalet de commodité, un peu joli et tout, et avec du coup une, une personne qui garde ses toilettes publiques, alors ce que nous on appellerait une dame pipi, hein. Mais là en fait dans le texte c'est une dame qui s'appelle la marquise, voilà, vous voyez, donc tout est comme ça dans l'embellissement très précieux des choses et tout. Pendant que la grand-mère du narrateur va aux toilettes, eh bien le narrateur reste là comme ça devant les toilettes à l'attendre, et il y a donc la marquise, la dame pipi des lieux, qui est en train de bavarder avec un autre client, un autre visiteur, et qui se lance dans cette tirade. La marquise, dame pipi. Et pourquoi que je me retirerais, monsieur? Voulez-vous me dire où je serais mieux qu'ici, où j'aurais plus mes aises et tout le confortable? Et puis toujours du va-et-vient, de la distraction? C'est ce que j'appelle mon petit pari. Mes clients me tiennent au courant de ce qui se passe. Tenez, monsieur, il y en a un qui est sorti, il n'y a pas plus de 5 minutes. C'est un magistrat, tout ce qui est de plus haut placé. Eh bien, monsieur, depuis 8 ans, vous m'entendez bien, tous les jours que Dieu a fait. Sur le coup des 3 heures, il est ici. Toujours poli, jamais un mot plus haut que l'autre, ne salissant jamais rien. Il reste plus d'une demi-heure pour lire ses journaux en faisant ses petits besoins. Un jour, il n'est pas venu. Sur le moment, je m'en suis pas aperçu, mais le soir, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, mais ce monsieur n'est pas venu, il est peut-être mort. Ça m'a fait quelque chose, hein, parce que je m'attache quand le monde est bien. Aussi, j'étais bien contente quand je l'ai revu le lendemain. Je lui ai dit, monsieur, il vous est rien arrivé hier?
Alors il m'a dit comme ça qu'il ne lui était rien arrivé à lui, que c'était sa femme qui était morte, et qu'il avait été si retourné qu'il n'avait pas pu venir. Oh, il avait l'air triste, assurément, vous comprenez, des gens qui étaient mariés depuis 25 ans. Mais il avait l'air content tout de même de revenir. On sentait qu'il avait été tout dérangé dans ses petites habitudes. Alors j'ai tâché de le remonter, je lui ai dit, il faut pas se laisser aller. Venez comme avant, dans votre chagrin, ça vous fera une petite distraction. Vous ne voulez pas que je vous ouvre une petite cabine? Et comme je refusais, non, vous ne voulez pas, ajouta-t-elle avec un sourire. C'est de bon cœur, mais je sais bien que ce sont des besoins qu'il ne suffit pas de ne pas payer pour les avoir. À ce moment, une femme mal vêtue entra précipitamment qui semblait précisément les éprouver. Mais elle ne faisait pas partie du monde de la marquise, car celle-ci, avec une férocité de snob, lui dit sèchement « Y a rien de libre, madame !»« Est-ce que ce sera long ?» demanda la pauvre dame rouge sous ses fleurs jaunes. « Ah, madame, je vous conseille d'aller ailleurs, car vous voyez, il y a encore ces deux messieurs qui attendent, dit-elle en nous montrant, moi et le garde, et je n'ai qu'un cabinet, les autres sont en réparation. » Ça a une tête de mauvais payeur, dit la marquise. Ce n'est pas le genre d'ici, ça n'a pas de propreté, pas de respect. Il aurait fallu que ce soit moi qui passe 1 heure à nettoyer pour madame. J'en regrette pas ces 2 sous. À chaque fois, ce texte, il me tue. Chaque fois, ce passage-là, j'en revenais pas. Il me tue complètement. Et vous voyez, quand je parlais de sketch, c'est que le passage, il est complètement isolable, en fait. On peut carrément le mettre à part, presque ne pas voir le contexte. J'aurais pu vous le balancer hors contexte, d'ailleurs, ça aurait été mieux. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est la tonalité et le contexte aussi qui m'ont complètement rappelé. C'est du Elysée Moon pour moi. Là, je vais dire, c'est du Elysée Moon. Pour ceux qui connaissent un petit peu les sketchs d'Elysée Moon, ils sont tout le temps comme ça, des sketchs avec des personnages. Elysée Moon, c'est quelqu'un, et grâce lui soit rendue, qui ne fait jamais de stand-up, qui n'aime pas le stand-up, et il a bien raison, et qui préfère les personnages, qui est un des derniers humoristes à aller vers les personnages et à inventer vraiment faire de la pure imagination. Et Elysée Moon, on le sait, est l'inventeur, entre autres, d'un personnage devenu célèbre, qui est Miqueline. Miqueline, la dame pipi, au physique ingrat, éternellement célibataire, qui dit merci. Merci quand on met une petite pièce, quand on est passé aux toilettes. Et ça, quand j'ai lu ce passage-là de la marquise du chalet de commodité, je me suis dit, mais c'est du Elysée Moon avant l'heure, en fait. Là, c'est Miqueline. C'est Miqueline, là, la dame pipi. C'est sidérant, en fait, de comment c'est moderne, entre guillemets, quoi. C'est du sketch, ça marche encore aujourd'hui, quoi. Le truc, il n'y a rien à changer, quoi. Il est drôle en l'état. Alors, autre passage de Guermantes, le deuxième et dernier que je tirerai de ce volume, est un passage assez connu, assez célèbre, alors qui est surnommé Les souliers rouges de la duchesse de Guermantes. Comme son nom l'indique, en fait, parce qu'en cette scène, il va s'agir de souliers rouges. Mais en fait, moi, c'est plus en amont de cette scène-là que je vais remonter l'extrait. Parce que les souliers rouges, en fait, c'est vraiment un incident de la toute fin du volume, qui est très doux amer pour le coup, qui est plus doux amer, parce qu'on a un Charles Swann qui est malade, qui est vieillissant, qui vient justement, plus ou moins annoncer qu'il est condamné. Et on a Bazin de Guermantes et puis sa femme, donc Oriane, donc la duchesse de Guermantes, qui sont fidèles à eux-mêmes, des aristos complètement superficiels, qui sont imbus d'eux-mêmes, qui ne font attention qu'à leurs petits plaisirs, etc., qui ne sont pas attentifs à la détresse de leur ami et à ce qu'ils leur racontent, qui jouent les incrédules parce qu'ils veulent surtout pas gâcher leur soirée. Donc voilà, d'où la duchesse qui dit qu'elle est pressée, puis finalement son mari remarque qu'elle a oublié ses souliers rouges et du coup qu'il lui dit de remonter, soi-disant qu'ils étaient pressés, voilà, puis tout d'un coup quand il s'agit de changer de chaussures, là ils sont plus pressés, voilà, moi je trouve que c'est un passage qui est pas surestimé, c'est un peu un grand mot, mais j'en entendais tellement parler des souliers rouges de la duchesse de Guermantes que pour moi ce qui est vraiment génial, c'est la toute réplique de fin, le dernier mot de Guermantes. Puis ne vous inquiétez pas pour cette histoire de maladie, je suis sûr que c'est rien, vous nous enterrerez tous, voilà. Cette phrase du duc de Guermantes, elle me tue à chaque fois, c'est qu'elle le dire. Ça pour moi c'est très fort, vraiment, cette réplique de fin, c'est plus ce qu'il y a autour. Donc cet incident-là, oui, voilà, il est souvent cité. Moi je remonte un petit peu en amont, voilà l'extrait là, que je vais vous proposer. Je crois que c'est juste avant que Charles Swann arrive, ou peu après son arrivée. Il y a en fait quelqu'un dans l'entourage des Guermantes qui est en train de mourir. Alors oui, décidément, ils sont entourés par la mort, par le deuil, et ça les dérange, parce que ça les empêche de faire la fête, de vivre leur petite vie insouciante. Ils sentent bien que la politesse exige qu'ils soient tristes,
Et en même temps, ils veulent pas être tristes parce qu'ils veulent vivre leur vie. Vous voyez, ils sont comme ça dans une espèce d'embarras. Dès qu'il se passe un truc, faut encore passer du temps pour les plaindre, être triste, porter le deuil. Et nous, on doit aller à l'opéra ce soir. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. La scène est juste improbable, quoi. Le domestique arrive pour donner des nouvelles et ça fait complètement chier le duc de Guermantes qui cache pas son agacement. Un mourant bien portant. Pourquoi ne m'a-t-on pas monté le paquet que Monsieur Swann a fait porter? Mais à ce propos, vous savez que maman est très malade, Charles. Jules, qui est allé prendre des nouvelles de Monsieur le Marquis d'Osmond, est-il revenu? Il arrive à l'instant, Monsieur le Duc. On s'attend d'un moment à l'autre à ce que Monsieur le Marquis ne passe. Ah, il est vivant, s'écria le Duc avec un soupir de soulagement. On s'attend vous-même. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, nous dit le Duc d'un air joyeux. On me le peignait déjà comme mort et enterré. Dans 8 jours, il sera plus gaillard que moi. Ce sont les médecins qui ont dit qu'il ne passerait pas la soirée. L'un voulait revenir dans la nuit. Leur chef a dit que c'était inutile. Monsieur le Marquis devrait être mort. Il n'a survécu que grâce à des lavements d'huile camphrée. Taisez-vous, espèce d'idiot, cria le duc au comble de la colère. Qu'est-ce qui vous demande tout ça? Vous n'avez rien compris à ce qu'on vous a dit. Ce n'est pas à moi, c'est à Jules. Allez-vous vous taire? Hurla le duc en se tournant vers Swann. Quel bonheur qu'il soit vivant! Il va reprendre des forces peu à peu. Il est vivant après une crise pareille, c'est déjà une excellente chose. On ne peut pas tout demander à la fois. Ça ne doit pas être désagréable, un petit lavement d'huile camphrée, dit le duc se frottant les mains. Il est vivant, qu'est-ce qu'on veut de plus? Après avoir passé par où il a passé, c'est déjà bien beau. Il est même à envier d'avoir un tempérament pareil. Ah, les malades! On a pour eux des petits soins qu'on ne prend pas pour nous. Il y a ce matin un bougre de cuisinier qui m'a fait un gigot à la sauce béarnaise, réussi à merveille, je le reconnais, mais justement à cause de cela, j'en ai tant pris que je l'ai encore sur l'estomac. Cela n'empêche qu'on ne viendra pas prendre de mes nouvelles comme de mon cher Amanien. On en prend même trop, cela le fatigue. Il faut le laisser souffler. On le tue, cet homme, en envoyant tout le temps chez lui. Alors, autre passage, alors on bascule là dans Sodome et Gomorrhe, hein, je vous livre les extraits dans l'ordre où ils apparaissent dans l'œuvre, hein, comme ça voilà, dans l'ordre chronologique de l'œuvre, non pas par ordre de drôlerie. Donc dans Sodome et Gomorrhe, on a, volume 4, la suite directe de ce qui se passe dans le volume 3, puisque on quitte le côté de Guermantes avec en fait une grande soirée qui se prépare chez la princesse de Guermantes, où le narrateur pense ne pas être invité, et finalement il va être invité. Donc on peut dire que le début de Sodome et Gomorrhe, c'est vraiment la suite directe, hein, de Guermantes. On est vraiment là à quelques heures ou jours près dans la suite. Et donc on a cette fameuse soirée chez la princesse de Guermantes, qui est encore une fois, on retrouve la méthode Proust. On a une espèce de très grande scène comme ça, un couloir d'une centaine de pages, d'une scène en temps réel, qui va être un des piliers en fait du volume. Et puis après, on a d'autres scènes qui vont s'enchaîner un peu plus courtes et tout. Mais en fait, voilà, les volumes tiennent sur des piliers comme ça, de scènes très très longues, mais longue pas au sens chiant, hein, mais longue en tout cas très dense comme ça, où on est en temps réel, on passe une soirée entière avec les personnages, et du coup c'est plein de pages de dialogue. Et donc la soirée chez la princesse de Guermantes, c'est avec la soirée à la Raspelière chez les Verdurins, c'est un des grands piliers du volume Sodome et Gomorrhe en fait, hein, des grandes scènes en fait comme ça, des fresques qui sont longues et très amusantes, hein, parce que des scènes très dialoguées. Et donc il y a plusieurs passages en fait comme ça qui sont très drôles. C'est très dur de choisir dans cette soirée chez la princesse de Guermantes parce que là, fidèle encore une fois à la méthode Proust, on a un mélange de réflexions très inquiètes, très profondes et en même temps de choses très légères et à mourir de rire. On a à la fois un Swann qui est toujours plus malade, toujours plus mourant et en même temps qui est touchant, etc. Et puis en même temps avec des touches d'humour. Bon, j'aurais pu vous citer une réplique de quand Bazin s'agace Bazin de Guermantes s'agace contre Swann parce que Swann affiche trop ses convictions de réfusarde et puis Bazin de Guermantes en fait lui il trouve qu'il abuse un petit peu, il exagère, voilà. Il faut vraiment l'entendre pour le croire ou le lire pour le croire, quoi. C'est vraiment c'est ce côté ce ton un peu persifleur, critique que les gens ont en mondanité comme ça, genre je dis pas du mal mais enfin bon quand même quoi, voilà. Et donc c'est ce côté par antiphrase, on n'arrête pas de répéter qu'on dit pas du mal de quelqu'un mais en fait on ne fait qu'en dire et tout, voilà. Bon, il y a trop de passages. Donc moi j'ai retenu, il était temps quand même qu'on s'arrête sur ce personnage-là qui apporte beaucoup du registre humoristique de l'œuvre,
et du registre tragique. Vous voyez, hein, le tragique n'est jamais loin du comique, hein, l'un ne sacrifie pas l'autre. Mais qui est Charlus, hein, Palamède de Charlus, hein, donc le frère de Bazin de Guermantes, hein, ils sont frères, hein, c'est un Guermantes. Il se fait appeler baron de Charlus par une espèce de snobisme, hein, parce que baron c'est moins courant que les comtes et les ducs, etc. Et donc Charlus, qui est un personnage comme ça, bon, extrêmement caustique, extrêmement sévère, un excentrique, quoi, une espèce d'excentrique comme ça, qui a la langue un peu fourchue, qui mâche pas ses mots, qui part dans des grandes tirades, hein, comme ça, voilà, qui est très critique à l'égard des autres, très caustique, très condescendant, voilà, qui est très monseigneur en fait, hein, voilà, hein, qui est très monseigneur, une espèce comme ça de dandy de l'extrême. Et donc Charlus s'illustre au cours de cette soirée chez la princesse de Guermantes par une espèce de tirade incendiaire contre quelqu'un qu'il déteste, qui s'appelle Madame de Sainte-Verte. Madame Sainte-Verte qu'il prend pour une espèce de, en gros, d'opportuniste qui en fait s'entoure de pique-assiette, quoi. Voilà, en gros, hein. Il trouve que c'est une dame qui vaut rien et qui n'a qu'un but, c'est recevoir des gens qui valent pas mieux qu'elle, etc. Bref, il est très très dur et donc il se lance dans une espèce de tirade sanguinaire contre elle, en sachant très bien qu'elle l'écoute et qu'elle l'entend, donc il en rajoute exprès. Rhabillé pour l'hiver. Croyez-vous que cet impertinent jeune homme, dit-il en me désignant à Madame de Surgis, vient de me demander, sans le moindre souci qu'on doit avoir de cacher ces sortes de besoins, si j'allais chez Madame de Sainte-Verte, c'est-à-dire, je pense, si j'avais la colique. Je tâcherais en tout cas de m'en soulager dans un endroit plus confortable que chez une personne qui, si j'ai bonne mémoire, célébrait son centenaire quand je commençais à aller dans le monde, c'est-à-dire pas chez elle. Et pourtant, qui plus qu'elle serait intéressante à entendre? Que de souvenirs historiques, vus et vécus du temps du Premier Empire et de la Restauration, que d'histoires intimes aussi, qui n'avaient certainement rien de sain, mais devaient être très vertes si l'on en croit la cuisse restée légère de la vénérable gambadeuse. Ce qui m'empêcherait de l'interroger sur ces époques passionnantes, c'est la sensibilité de mon appareil olfactif. La proximité de la dame suffit, je me dis tout d'un coup, oh mon Dieu, on a crevé dans ma fosse d'aisance. C'est simplement la marquise qui, dans quelques buts d'invitation, vient d'ouvrir la bouche. Et vous comprenez que si j'avais le malheur d'aller chez elle, la fosse d'aisance se multiplierait en un formidable tonneau de vidange. Elle porte pourtant un nom mystique qui me fait toujours penser avec jubilation, quoiqu'elle ait passé depuis longtemps la date de son jubilé, à ce stupide vers dit déliquescent. Ah, verte, combien verte était mon âme ce jour-là! Mais il me faut une plus propre verdure. On me dit que l'infatigable marcheuse donne des garden parties, moi j'appellerais ça des invites à se promener dans les égouts. Est-ce que vous allez vous crotter là? Demanda-t-il à Madame de Surgis, qui cette fois se trouva ennuyée. Car voulant feindre de ne pas y aller vis-à-vis du baron, et sachant qu'elle donnerait des jours de sa propre vie plutôt que de manquer la matinée Sainte-Verte, elle s'en tira par une moyenne, c'est-à-dire l'incertitude. Cette incertitude prit une forme si bêtement dilettante et si mesquinement couturière que M. de Charlus, ne craignant pas d'offenser Madame de Surgis, à laquelle pourtant il désirait plaire, se mit à rire pour lui montrer que ça ne prenait pas. « J'admire toujours les gens qui font des projets, dit-elle. Je me décommande souvent au dernier moment. Il y a une question de robe d'été qui peut changer les choses. J'agirai sous l'inspiration du moment. » Pour ma part, j'étais indigné de l'abominable petit discours que venait de tenir M. de Charlus. J'aurais voulu combler de bien la donneuse de garden parties. Malheureusement, dans le monde, comme dans le monde politique, les victimes sont si lâches qu'on ne peut pas en vouloir bien longtemps au bourreau. Madame de Sainte-Verte, qui avait réussi à se dégager de la baie dont nous barrions l'entrée, frôla involontairement le baron en passant et, par un réflexe de snobisme qui annihilait chez elle toute colère, peut-être même dans l'espoir d'une entrée en matière d'un genre dont ce ne devait pas être le premier essai, « Oh, pardon, monsieur de Charlus, j'espère que je ne vous ai pas fait mal !» s'écria-t-elle comme si elle s'agenouillait devant son maître. Celui-ci ne daigna répondre autrement que par un large rire ironique et concéda seulement un bonsoir qui, comme s'il s'apercevait seulement de la présence de la marquise une fois qu'elle l'avait salué la première, était une insulte de plus. Enfin, avec une platitude suprême dont je souffris pour elle, Madame de Sainte-Verte s'approcha de moi et, m'ayant pris à l'écart, me dit à l'oreille « Mais qu'ai-je fait à monsieur de Charlus? On prétend qu'il ne me trouve pas assez chic pour lui !» dit-elle en riant à gorge déployée. Je restai sérieux.
D'une part, je trouvais stupide qu'elle eût l'air de croire ou de vouloir faire croire que personne n'était en effet aussi chic qu'elle. D'autre part, les gens qui rient si fort de ce qu'ils disent et qui n'est pas drôle nous dispensent par là, en prenant à leur charge l'hilarité, d'y participer. D'autres assurent qu'il est froissé que je ne l'invite pas, mais il ne m'encourage pas beaucoup. Il a l'air de me bouder. L'expression me parut faible. Alors toujours dans cette soirée chez la princesse de Guermantes, au début, dans la première partie de Sodome et Gomorrhe, volume 4 de la recherche, la soirée se termine, hein, voilà, hein, tout a une fin, même chez Proust, hein, après presque une centaine de pages, plus d'une centaine de pages, la soirée s'achève doucement, et les gens partent au fur et à mesure, dont les Guermantes, et donc à ce moment de la prise de congé, Bazin de Guermantes voit son frère Charlus s'éclipser, partir, et du coup les deux frères vont se dire au revoir dans une scène complètement improbable. Et là, je vous donne direct moi ce qu'a été ma lecture de cette scène, parce que c'est une scène que je me souviens très bien. Moi j'étais dans le train quand je la lisais, et je sortais du train et je gardais mon livre dans la main et l'audio-livre quand je sortais du train et j'arrivais pas à lâcher et j'étais explosé, je riais tout seul dans la rue en prenant le tram, je riais tout seul aux éclats dans la rue, je me souviens, on me prenait pour un fou. Cette scène de dialogue improbable entre Charlus et Bazin, j'ai l'impression que c'était la famille Adams. Déjà, à plusieurs reprises, les Guermantes ont un côté un peu famille Adams. Il y a vraiment, il y a Morticia, il y a Gomez, il y a Fétide, etc. Il y a vraiment, ils sont tellement excentriques, aristo, en même temps décalés, bizarres, etc. À la fois très unis, puis en même temps, il y a un côté famille Adams chez eux, entre guillemets. Là, ce qui est flagrant, c'est que la façon dont Bazin et Charlus se parlent, cette espèce de complicité virile qu'ils ont, leurs souvenirs d'enfance, leur façon de parler de leurs parents, etc., leur manière, etc. Enfin, on a l'impression que c'est Gomez et Fétide. Pour ceux qui connaissent bien la famille Adams, la façon de parler de Gomez et Fétide, surtout dans les adaptations de Barry Sonnenfeld, les films des années 90. On dirait vraiment la scène dans la famille Adams, hein, le premier, hein, dans le film de Barry Sonnenfeld, hein, quand ils sont en train de regarder en fait, des vidéos souvenirs d'enfance, puis ils se barrent tous les deux, et puis que Fétide fait remarquer à Gomez, mais tu fumais bien sûr que je fumais, voyons Fétide, j'ai commencé à fumer à 4 ans, maman avait insisté. La chambre forte. 2 vers la droite, 10 vers la gauche, et qu'est-ce qui vient ensuite 5. Mais 11, voyons. 2, 10 et 11 comme les yeux, les doigts et les orteils. Ça fait tant d'années. Bienvenue, mon frère. Merci. Notre caverne secrète. Sanctus Sanctorum. Si jamais les murs se mettaient à parler, hein, vieux frère? Mais que pourrait-il dire? C'est bien ce que je te demande. Non, toi d'abord. L'âge avant la beauté. L'acné avant les verrues. D'abord un petit cognac. Fais-nous les honneurs. J'ai une surprise royale en réserve. Où est le fric, espèce de dégénéré de mes deux? Ton premier cigare. Quoi? Plaisante, j'espère. Je fume depuis mes 5 ans. Mère avait insisté. Flora et Fauna. Une sacrée paire, hein, Gomez? Est-ce que tu me pardonneras jamais? Quoi? Je ne les aimais pas. Toutes les deux, je les ai pourtant courtisées par pure fierté. Tu étais si séduisant. Tu avais toutes celles que tu voulais, mortes ou vives. J'étais jaloux. J'étais dingue de jalousie. Oui, je l'admets aujourd'hui. Mais je n'ai jamais voulu que tu partes au Triangle des Bermudes ou ailleurs. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, tu sais. C'est oublié, pardonné. Et cette façon de parler, c'est très Gomez et Fétide, hein, comme si Bazin, le patriarche qui tient la famille, était un peu Gomez, hein, avec Morticia, Oriane serait un peu Morticia, et puis Fétide, hein, qui est un peu le vieux gars, il est veuf, hein, Charlus, de la famille, un petit peu excentrique, un peu bizarre, etc. Là, on a vraiment une scène à la Gomez et Fétide, quoi. Là, c'est Gomez et Fétide Adams là, qui se disent au revoir. Les frérots Guermantes.
Eh bien, petit frère, dit le duc en arrêtant monsieur de Charlus et en le prenant tendrement sous le bras. Voilà comment on passe devant son aîné sans même un petit bonjour. Je ne te vois plus, mémé. Et tu ne sais pas comment cela me manque. En cherchant de vieilles lettres, j'en ai justement retrouvé de la pauvre maman, qui sont toutes si tendres pour toi. Merci, Bazin, répondit monsieur de Charlus d'une voix altérée, car il ne pouvait jamais parler sans émotion de leur mère. Tu devrais te décider à me laisser t'installer un pavillon à Guermantes, reprit le duc. C'est gentil de voir les deux frères si tendres l'un avec l'autre, dit la princesse à Oriane. Ah ça, je ne crois pas qu'on puisse trouver beaucoup de frères comme cela. Je vous inviterai avec lui, me promit-elle. Vous n'êtes pas mal avec lui. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent avoir à se dire, ajouta-t-elle d'un ton inquiet, car elle entendait imparfaitement leurs paroles. Elle avait toujours eu une certaine jalousie du plaisir que M. de Guermantes éprouvait à causer avec son frère d'un passé à distance duquel il tenait un peu sa femme. Rappelle-toi comme nous étions heureux jadis à Guermantes, reprit le duc en s'adressant à M. de Charlus. Si tu y venais quelquefois l'été, nous reprendrions notre bonne vie. Te rappelles-tu le vieux père Courvaux? Pourquoi est-ce que Pascal est troublant? Parce qu'il est blé, prononça M. de Charlus comme s'il répondait encore à son professeur. Et pourquoi est-ce que Pascal est troublé? Parce qu'il est blanc. Très bien, vous serez reçu, vous aurez certainement une mention, et Madame la Duchesse vous donnera un dictionnaire chinois. Car tu te rappelles, Bazin, à ce moment-là, Bazin, j'avais une toquade de chinois. Je me rappelle mon petit mémé et la vieille potiche que t'avait rapportée Hervé de Saint-Denis, je la vois encore. Tu nous menaçais d'aller passer définitivement ta vie en Chine tant tu étais épris de ce pays. Tu aimais déjà faire de longues vadrouilles. Ah, tu as été un type spécial, car on peut dire qu'en rien tu n'as jamais eu les goûts de tout le monde. Mais à peine avait-il dit ces mots que le duc piqua ce qu'on appelle un soleil, car il connaissait, sinon les mœurs, du moins la réputation de son frère. Comme il ne lui en parlait jamais, il était d'autant plus gêné d'avoir dit quelque chose qui pouvait avoir l'air de s'y rapporter, et plus encore d'avoir paru gêné. Après une seconde de silence, « Qui sait, dit-il pour effacer ses dernières paroles, tu étais peut-être amoureux d'une chinoise, avant d'aimer tant de blanches, et de leur plaire, si j'en juge par une certaine dame à qui tu as fait bien plaisir ce soir en causant avec elle. Elle était ravie de toi. » Le duc s'était promis de ne pas parler de Madame de Surgis, mais au milieu du désarroi que la gaffe qu'il avait faite venait de jeter dans ses idées, il s'était jeté sur la plus voisine, qui était précisément celle qui ne devait pas paraître dans l'entretien, quoi qu'elle l'eût motivé. Il y a dans cette scène, hein, vers la fin, hein, il y a aussi une petite espèce de petit humour malaise autour du fait que, j'allais dire Gomez, vous voyez, comme quoi, hein, Gomez Adams, comme quoi Bazin de Guermantes en fait fait une petite gaffe parce que il fait presque malgré lui allusion à l'homosexualité de son frère, hein, qui est un secret de Polichinelle, et il faut un peu dissiper le malaise. Et ça, c'est un running gag un petit peu autour de Charlus, hein, dans la recherche. Hein, là, je vais pas citer tous les extraits, hein, mais il y a des passages très drôles, dont un à la Raspelière, dans la seconde partie de Sodome et Gomorre, hein, quand ils sont chez les Verdurins, hein, donc du côté de Balbec, la Raspelière, c'est la maison de vacances où vont les Verdurins quand ils vont à Balbec. Charlus s'y rend. Et c'est vrai qu'il y a tout un quiproquo volontaire, hein, de Proust, hein, qui s'amuse au repas, puisque il y a un Cambremer qui demande en fait à Charlus s'il en est. En être, hein, vous savez que ça a une connotation, hein, dans le langage. Hein. Est-ce que tu en es? Voilà, ça peut être en être de la jaquette, comme on dit, être de la jaquette, hein, donc être homosexuel. Et en fait, Charlus comprend ça comme ça. Il fait, mais attends, mais il sait que je suis homo, là. Il y a un petit malaise qui fait, j'en suis. Bah oui, j'en suis, mais ça se dit. Enfin, et voilà, en fait, il y a un gros quiproquo autour en être. Et ça arrive plusieurs fois, en fait, à plusieurs reprises comme ça dans la recherche. Proust s'amuse, en fait, à créer un petit malaise autour de Charlus, en fait, autour d'un petit malentendu de ce genre. Où, voilà, comme quoi il croit qu'on parle de son homosexualité, et qu'en fait non. Et il croit qu'il arrive à la cacher, et qu'en fait il la cache pas si bien que ça, etc. Voilà. Alors Charlus, hein, qui est le roi des mauvaises langues et qui excelle dans l'exercice de la médisance, récidive, hein, de façon un peu plus brève, hein, mais non moins percutante, à dénigrer des gens, cette fois-ci au sujet des Cambremer dans Sodome et Gomorre. Ou devrais-je dire Cambremerde. Du gratin peu ragoûtant. Quant à tous les petits messieurs qui s'appellent Marquis de Cambremer ou de Fatferfiche, il n'y a aucune différence entre eux et le dernier piou-piou de votre régiment. Que vous alliez faire pipi chez la comtesse Caca ou Caca chez la baronne Pipi, c'est la même chose.
Vous aurez compromis votre réputation et pris un torchon brenneux comme papier hygiénique, ce qui est malpropre. Alors il y a un autre gag que je trouve qui m'a fait beaucoup rire en fait et qui m'a surpris dans la tonalité de son humour aussi dans la recherche, qui est encore et toujours donc dans le volume 4 Sodome et Gomorrhe, lors du retour du narrateur à Baalbek, hein, parce qu'il y a un autre séjour à Baalbek dans Sodome et Gomorrhe, hein, qui va rapprocher le narrateur d'Albertine, hein, ils vont vivre vraiment, commencer vraiment leur aventure ensemble, et puis les journées à la Raspelière, donc les dîners chez les Verdurins, tout ça et tout, le tortillard, le train, le petit clan et tout, voilà, donc c'est vraiment un rapprochement avec les Verdurins. Et donc il y a parmi les personnages, on va dire phares entre guillemets de la recherche, en tout cas des lieux, le directeur, hein, le directeur de l'hôtel de Baalbek, hein, du Grand Hôtel, hein, donc une espèce de retranscription en fait du Grand Hôtel de Cabourg, hein, Cabourg qui est la ville d'inspiration de Baalbek, hein, parce que c'est là que Proust allait effectivement passer des vacances et aller à l'hôtel et louer un étage et connaissait tout le monde. Et donc le directeur de l'hôtel de Baalbek a une particularité qui fait son comique, c'est qu'il est à moitié dyslexique en fait. Enfin moi je prends ça comme de la dyslexie en fait, hein. Il confond les mots. Hein, il confond les mots. Alors Proust explique ça par le fait qu'en fait il veut apprendre un peu toutes sortes de langages. En fait, c'est quelqu'un qui veut être un peu polyglotte du fait de son métier et qui finit en fait un peu par s'embrouiller dans les langues en fait, et puis qui ne les maîtrise pas si bien que ça. En tout cas, ça donne quelqu'un qui emploie quasiment tout le temps un mot pour un autre. Et vous savez, c'est toujours un mot un peu familier niveau sonorité. C'est ça qui est fort et qui permet en fait de comprendre ce qu'il raconte. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est une confusion de sonorité et non pas de sens en quelque sorte. Hein. C'est que lui, il se comprend et pour lui, ce qu'il dit fait sens. C'est juste qu'à la sonorité familière, en fait, il confond des mots. On arrive à comprendre ce qu'il dit, même si Proust gâche presque son gag en fait en nous donnant le mot réel à chaque fois. Donc c'est vrai que Proust aurait presque pu s'abstenir de corriger les mots à chaque fois, de dire ça pour ça. Comme ça, on aurait pu vraiment profiter pleinement du gag. Mais ça, parce que vraiment, on peut comprendre ce qu'il raconte. En tout cas, voilà, il invente ce personnage improbable qui confond les mots. Et là c'est du Kaamelott. Ce registre humoristique, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans Kaamelott. Alexandre Astier, enfin dedans Arthur, hein, est entouré de personnages plutôt bêtes, hein, stupides, etc., qui ont entre autres comme particularité et marque de leur bêtise une confusion totale des mots. Ces gens-là maltraitent les mots, maltraitent le langage. Et pour quelqu'un qui aime autant le langage que Arthur, à travers lequel il y a donc Alexandre Astier, évidemment, c'est une torture perpétuelle et surtout c'est source de nombreux malentendus, de quiproquos, de confusion. Et bon, les champions du genre, c'est bien sûr Perceval et Caradoc, hein, carrément même qui ont une botte secrète, hein, le fameux c'est pas faux quand ils ne comprennent pas un mot, mais qui parfois se piquent de beau langage, aiment bien comme ça parler joli pour parler joli, mais qui, comme ils ne maîtrisent pas réellement les mots, on a souvent comme ça des scènes où donc cette mécanique humoristique de confusion des mots, d'espèce de dyslexie du langage, qu'un personnage doit tout le temps corriger pour comprendre ce que l'autre raconte, réajuster le langage pour récupérer la phrase d'origine, mais comme les mots sonnent familiers, nous-mêmes en fait on arrive à traduire en fait. Et les personnages disent les mauvais mots, mais on arrive quand même à les comprendre. Un mot pour un autre. Ma seconde arrivée à Baalbek fut bien différente de la première. Le directeur était venu en personne m'attendre à Pont-à-Couleuvre, répétant combien il tenait à sa clientèle titrée, ce qui me fit craindre qu'il m'anoblit jusqu'à ce que j'eusse compris que dans l'obscurité de sa mémoire grammaticale, titré signifiait simplement attitré. Du reste, au fur et à mesure qu'il apprenait de nouvelles langues, il parlait plus mal les anciennes. Il m'annonça qu'il m'avait logé tout en haut de l'hôtel. « J'espère, dit-il, que vous ne verrez pas là un manque d'impolitesse. J'étais ennuyé de vous donner une chambre dont vous êtes indigne, mais je l'ai fait rapport au bruit, parce que comme cela, vous n'aurez personne au-dessus de vous pour vous fatiguer le trépan pour tympan. Soyez tranquille, je ferai fermer les fenêtres pour qu'elles ne battent pas. Là-dessus, je suis intolérable. » Ces mots n'exprimant pas sa pensée, laquelle était qu'on le trouverait toujours inexorable à ce sujet, mais peut-être bien celle de ses valets d'étage. Les chambres étaient d'ailleurs celles du premier séjour. Elles n'étaient pas plus bas, mais j'avais monté dans l'estime du directeur. Je pourrais faire du feu si cela me plaisait, car sur l'ordre des médecins j'étais parti dès Pâques, mais il craignait qu'il n'y eût des fixures dans le plafond. Surtout, attendez toujours pour rallumer une flambée que la précédente soit consommée, pour consumer. Car l'important, c'est d'éviter de ne pas mettre le feu à la cheminée, d'autant plus que pour égayer un peu, j'ai fait placer au-dessus une grande postiche en vieux chine que cela pourrait abîmer. Il m'apprit avec beaucoup de tristesse la mort du bâtonnier de Cherbourg. C'était un vieux routinier, dit-il, probablement pour roublard,
et me laissa entendre que sa fin avait été avancée par une vie de déboire, ce qui signifiait de débauche. Déjà depuis quelque temps, je remarquais qu'après le dîner, il s'accroupissait dans le salon, sans doute pour s'assoupissait. Les derniers temps, il était tellement changé que si l'on n'avait pas su que c'était lui, à le voir, il était à peine reconnaissant, pour reconnaissable sans doute. Compensation heureuse, le premier président de camp venait de recevoir la cravache de commandeur de la Légion d'honneur. Sûr et certain qu'il a des capacités, mais paraît qu'on lui a donné, surtout à cause de sa grande impuissance. On revenait du reste sur cette décoration dans l'Écho de Paris de la veille, dont le directeur n'avait encore lu que le premier paraphe pour paragraphe. La politique de M. Caillot y était bien arrangée. Je trouve du reste qu'ils ont raison, dit-il. Ils nous mettent trop sous la coupole de l'Allemagne, sous la coupe. Comme ce genre de sujet traité par un hôtelier me paraissait ennuyeux, je cessai d'écouter. Un des passages de la recherche qui m'a fait le plus rire, la visite en fait de Madame de Cambremer. Alors je ne vous présente pas le personnage, etc., j'en pas dans les détails, qui est une femme qui adore l'art. Alors ça c'est en plus très bien vu parce que c'est vrai que bon, c'est entre autres ce qu'on appelle à l'époque les bas bleus aussi, l'expression les bas bleus. Comme à l'époque les femmes elles ont le droit à rien faire, elles sont très exclues de la société, elles s'ennuient beaucoup, surtout quand elles deviennent veuves ou elles peuvent plus avoir d'amant, etc. Et tout. Et c'est ça que leur amant devient l'art en fait. Et ce sont des femmes qui se passionnent sincèrement pour la musique, pour la littérature, etc. Mais parfois sans grand génie, sans réel talent, sans réelle originalité, mais qui font un petit peu, qui aiment bien se faire passer pour des femmes de lettres ou des femmes de culture, et qui tiennent salon, etc. De profils comme ça féminins, un peu pédants, on va dire, mais qui finit parfois par nouer un authentique lien quasiment érotique avec l'art. Parce qu'elles n'ont plus que ça dans leur vie, donc en fait, finalement, l'art devient leur amant. Et il y a quasiment un rapport, quasi charnel, sexuel avec l'œuvre d'art, de volupté. Et c'est exactement ce que Proust a voulu illustrer avec Madame de Cambremer, d'une façon très imagée, mais la métaphore est vraiment très appuyée, très flagrante, donc elle est on ne peut plus claire. On peut dire d'une femme qui littéralement mouille pour l'art et qui a des orgasmes artistiques. Madame de Cambremer, en fait, elle est très fan de Chopin. Elle aime beaucoup Chopin. Et du coup, elle se sent un petit peu seule parce qu'autour d'elle, les gens n'aiment pas Chopin. Et du coup, elle n'est pas validée dans ses goûts. Et il se trouve que le narrateur va plus ou moins malgré lui à son secours, parce que très sincèrement, etc., en fait, dit du bien de Chopin, en fait, se prononce sur la musique, etc., et prend la défense de Chopin. Et alors là, il va mettre en extase, littéralement, Madame de Cambremer a ce petit symptôme physique, cette petite singularité de mouiller des lèvres, non pas des lèvres de la partie inférieure du corps, mais bon, c'est tout comme, vu la malice avec laquelle le passage est écrit par Proust, mais qui salive, qui mouille des lèvres du visage, quand elle parle d'art, ses lèvres écument, et elle va être portée à l'extase grâce aux propos du narrateur, donc c'est un passage que j'adore. Extase artistique. Je me fis un plaisir de lui apprendre, mais en m'adressant pour cela à sa belle-mère, comme quand au billard pour atteindre une boule on joue par la bande, que Chopin, bien loin d'être démodé, était le musicien préféré de Debussy. « Tiens, c'est amusant !» me dit en souriant la belle fille, comme si ce n'avait été là qu'un paradoxe lancé par l'auteur de Péléas. Néanmoins, il était bien certain maintenant qu'elle n'écouterait plus Chopin qu'avec respect et même avec plaisir. Aussi mes paroles qui venaient de sonner l'heure de la délivrance pour la douairière mirent-elles dans sa figure une expression de gratitude pour moi et surtout de joie. Ses yeux brillèrent comme ceux de Latude dans la pièce appelée Latude ou 35 ans de captivité, et sa poitrine huma l'air de la mer avec une dilatation que Beethoven a si bien marquée dans Fidelio, quand ses prisonniers respirent enfin cet air qui vivifie. Je crus qu'elle allait poser sur ma joue ses lèvres moustachues. « Comment vous aimez Chopin? Il aime Chopin! Il aime Chopin !» s'écria-t-elle dans un asonnement passionné, comme elle aurait dit « Comment vous connaissez aussi Madame de Franctot ?» avec cette différence que mes relations avec Madame de Franctot lui eussent été profondément indifférentes, tandis que ma connaissance de Chopin la jeta dans une sorte de délire artistique. L'hypersécrétion salivaire ne suffit plus. N'ayant même pas essayé de comprendre le rôle de Debussy dans la réinvention de Chopin, elle sentit seulement que mon jugement était favorable.
L'enthousiasme musical la saisit. Élodie, Élodie, il aime Chopin. Ses seins se soulevèrent et elle battit l'air de ses bras. Ah, j'avais bien senti que vous étiez musicien, s'écria-t-elle. Je comprends, artiste, comme vous êtes, que vous aimiez cela, c'est si beau. Et sa voix était aussi caillouteuse que si, pour m'exprimer son ardeur pour Chopin, elle eût, imitant Démosthène, rempli sa bouche avec tous les galets de la plage. Enfin le reflux vint, atteignant jusqu'à la voilette qu'elle n'eut pas le temps de mettre à l'abri et qui fut transpercée. Enfin la marquise essuya avec son mouchoir brodé la bave d'écume dont le souvenir de Chopin venait de tremper ses moustaches. Ah, si vous n'êtes pas très fan de l'ambiance chez les Cambremer, vous n'avez pas trop envie d'aller leur rendre visite et de venir discuter art avec eux et de faire ce pâmer d'extase Madame de Cambremer douairière, sachez que ce ne sera pas beaucoup mieux chez les Verdurin. Hein, c'est une autre ambiance, un autre délire encore. Alors, vous n'aurez pas de lèvres frétillantes et baveuses qui humectent les moustaches après des extases artistiques. Mais en revanche, vous risquez peut-être d'y être maltraité, ou en tout cas d'assister à des scènes assez embarrassantes de ce genre. Et chez les Verdurin, il y a un certain Sagnette, qui s'est retrouvé un peu piégé dans le rôle de la tête de Turc. C'est celui dont le groupe aime bien se moquer, que le groupe aime bien prendre à la dérision, dont chaque répartie, chaque sortie est moquée, tournée en ridicule, etc. C'est proche du harcèlement moral, hein, voilà, hein, c'est une espèce d'humiliation constante. Ça consolide un peu le groupe en fait, hein, vous voyez, on se trouve un peu, pas un ennemi commun, mais vous voyez, une tête de Turc en commun. Et donc c'est avec une mauvaise foi flagrante que chaque sortie, chaque réplique de Sagnette, qui s'est enfermé dans ce rôle de la victime en plus, hein, donc qui le nourrit quelque part, qui y contribue, il faut admettre qu'il n'a pas vraiment le sens de la propos et pas vraiment de tact, donc il brille pas vraiment en société, c'est vrai, hein, et donc il tend un peu le bâton pour se faire battre, et donc le narrateur se retrouve témoin impuissant de cette scène qui est entre tragique et comique. Le supplice de Sagnette. Sagnette, que l'interpellation de Brichot avait effrayée, commençait à respirer comme quelqu'un qui a peur de l'orage et qui voit que l'éclair n'a été suivi d'aucun bruit de tonnerre, quand il entendit M. Verdurin le questionner, tout en attachant sur lui un regard qui ne lâchait pas le malheureux tant qu'il parlait, de façon à le décontenancer tout de suite et à ne pas lui permettre de reprendre ses esprits. « Mais vous nous aviez toujours caché que vous fréquentiez les matinées de l'Odéon, Sagnette ?» Tremblant comme une recrue devant un sergent tourmenteur, Sagnette répondit, en donnant à sa phrase les plus petites dimensions qu'il put, afin qu'il eût plus de chance d'échapper au coup. « Une fois à la chercheuse. »« Qu'est-ce qu'il dit ?» hurla M. Verdurin, d'un air à la fois écœuré et furieux, en fronçant les sourcils, comme s'il n'avait pas assez de toute son attention pour comprendre quelque chose d'inintelligible. « D'abord, on ne comprend pas ce que vous dites. Qu'est-ce que vous avez dans la bouche ?» demanda M. Verdurin de plus en plus violent, et faisant allusion au défaut de prononciation de Sagnette. « Pauvre Sagnette, je ne veux pas que vous le rendiez malheureux, » dit Madame Verdurin sur un ton de fausse pitié, et pour ne laisser un doute à personne sur l'intention insolente de son mari. « J'étais à la tâchez de parler clairement, » dit M. Verdurin. « Je ne vous entends même pas. » Presque aucun des fidèles ne se retenait de s'esclaffer. Et ils avaient l'air d'une bande d'anthropophages chez qui une blessure faite à un blanc a réveillé le goût du sang. Car l'instinct d'imitation et l'absence de courage gouvernent les sociétés comme les foules. Et tout le monde rit de quelqu'un dont on voit se moquer, quitte à le vénérer 10 ans plus tard dans un cercle où il est admiré. C'est de la même façon que le peuple chasse ou acclame les rois. « Voyons, ce n'est pas de sa faute, » dit Madame Verdurin. « Ce n'est pas de la mienne non plus, on ne dîne pas en ville quand on ne peut plus articuler. » J'étais à la chercheuse d'esprit de Favart. « Quoi ? C'est la chercheuse d'esprit que vous appelez la chercheuse ? Ah, c'est magnifique ! J'aurais pu chercher 100 ans sans trouver !» s'écria M. Verdurin, qui pourtant aurait jugé du premier coup que quelqu'un n'était pas lettré, artiste, n'en était pas, s'il l'avait entendu dire le titre complet de certaines œuvres. Par exemple, il fallait dire le malade, le bourgeois, et ceux qui auraient ajouté imaginaire ou gentilhomme eussent témoigné qu'il n'était pas de la boutique. De même que dans un salon, quelqu'un prouve qu'il n'est pas du monde en disant Monsieur de Montesquieu faisant sac pour Monsieur de Montesquieu. « Mais ce n'est pas si extraordinaire, » dit Sagnette essoufflé par l'émotion, mais souriant quoiqu'il n'en ait pas envie. Madame Verdurin éclata. «
Oh si, s'écria-t-elle en ricanant. Soyez convaincu que personne au monde n'aurait pu deviner qu'il s'agissait de la chercheuse d'esprit. Monsieur Verdurin reprit d'une voix douce et s'adressant à la fois à sa nièce et à Brichot. C'est une jolie pièce d'ailleurs, la chercheuse d'esprit. Prononcée sur un ton sérieux, cette simple phrase, où on ne pouvait trouver trace de méchanceté, fit à sa nièce autant de bien et excita chez lui autant de gratitude qu'une amabilité. Bon voilà, en gros là je vous ai partagé l'essentiel des extraits que je trouve moi, qui m'ont le plus marqué, que je trouve les plus drôles dans La Recherche du temps perdu. Il y en a d'autres et puis chacun a ses préférés, ça c'est les miens, voilà, et j'aurais pu en citer d'autres, etc. To the happy few, hein, pour ceux qui voudront lire La Recherche. Je vous laisse quand même sur un petit bonus, hein, on fait un petit rappel, comme après tout bon concert on a un rappel. Je vous fais un petit rappel, un petit bonus comme ça, une petite friandise. Alors en plus, c'est un épisode qui intervient très peu de pages après la scène qu'on vient de voir là, avec Sagnette. Puisque c'est le soir donc où le narrateur est allé à la Raspelière, hein, donc le domaine que louent les Verdurins pendant leur séjour près de Balbec. Hein. Et donc le narrateur revient de cette soirée à la Raspelière chez les Verdurins, il rentre à son hôtel, hein, l'hôtel de Balbec, il prend l'ascenseur, et en fait d'habitude il y a un liftier dans l'ascenseur avec qui il s'entend à peu près bien, qui lui raconte un petit peu les ragots, etc. Bon voilà, seulement là le liftier n'est pas là, il est remplacé par quelqu'un, et un mec encore plus perché que lui, quoi, un gars hyper chelou qui a des anecdotes un peu improbables et qui parle tout seul. Et donc le narrateur l'écoute d'une oreille distraite. Alors je vous passe les détails de la tirade assez haute en couleur, hein, où il parle de sa sœur qui aime bien pisser dans les lieux publics, hein, où elle est passée juste pour voir la réaction des gens. Et bon, après quelques potins sur sa famille, ce personnage va pousser la familiarité jusqu'à utiliser un mot dont c'est la seule occurrence dans La Recherche, mais une des très rares occurrences en général dans la littérature classique, donc il faut quand même la savourer, c'est celle du mot emmerder. Un futur président. Il n'y a que moi jusqu'ici qui suis resté sur le carreau. On ne peut pas savoir. La chance est dans ma famille. Qui sait si je ne serai pas un jour président de la République? Mais je vous fais babiller. Je n'avais pas dit une seule parole et je commençais à m'endormir en écoutant les siennes. Bonsoir, monsieur. Oh, merci, monsieur. Si tout le monde avait aussi bon cœur que vous, il n'y aurait plus de malheureux. Mais comme dit ma sœur, il faudra toujours qu'il y en ait pour que maintenant que je suis riche, je puisse un peu les emmerder. Passez-moi l'expression. Bonne nuit, monsieur. On notera que ce personnage évoque l'hypothèse farfelue qu'il puisse un jour devenir président de la République. Bon, sachant que apparemment il aime bien emmerder le monde et que il veut être toujours là pour pouvoir les emmerder, il a sans doute toutes ses chances, hein. Voilà pour l'humour chez Proust. Comme je vous le disais, je m'attarde pas plus, je fais pas d'analyse, je décrypte pas, je glose pas. Je pense que les extraits parlent d'eux-mêmes. Je voulais avant tout que ce soit les extraits qui aient la parole. Si vous avez trouvé ça drôle, bah c'est très bien. Si vous n'avez pas trouvé ça drôle, bah écoutez, on peut pas faire mieux que ça. C'est le texte, c'est dans sa meilleure interprétation possible. Voilà en tout cas une démonstration de l'humour chez Proust, voilà, dont on parle trop peu et pourtant qui est très évoqué parmi les spécialistes ou les connaisseurs ou les fans, mais qui a du mal en fait à se faire un chemin jusqu'au grand public dans le discours d'escorte autour de l'œuvre proustienne, où on préfère mettre en avant la Madeleine, le temps qui passe, et en faire une espèce de truc hyper sérieux, gravissime, solennel, ce que c'est par bien des égards, mais pas que ça. Et du coup, voilà, c'est dommage parce que c'est un vrai manque à gagner, parce que c'est vraiment une dimension qui est présente, c'est pas anecdotique, c'est très présent tout au long de l'œuvre, ça survole toute l'œuvre, hein, c'est très présent. Ça culmine particulièrement dans certains volumes et certaines scènes, mais c'est là. Et c'est une dimension à part entière. Et donc, ça me semble difficile en fait d'apprécier la recherche si on n'apprécie pas cette dimension-là, étant donné son importance. Donc voilà, dans l'humour de Proust, vraiment un aspect important de l'œuvre et qui a largement participé à mon plaisir à la lire et qui a fait en bonne partie que le côté de Guermantes et que Sodome et Gomorrhe, bien qu'étant plus ou moins éloigné des thématiques que je cherchais à la base chez Proust, ont fini par devenir mes préférés de la recherche, les volumes préférés, parce que pour plein d'autres raisons, tout s'y mélange, dont l'humour.